Nous allons présenter les étapes d'un rifting continental suivi d'une phase d'accrétion océanique. On va commencer par un état initial, c'est-à-dire un état où il n'y aurait pas de contraintes tectoniques. Par exemple, Neuchâtel-en-Bray. Il ne se passe pas grand-chose à Neuchâtel-en-Bray d'un point de vue tectonique. En tout cas aujourd'hui. Alors, des rappels essentiels que vous devez impérativement maîtriser. C'est cette idée que lorsqu'on s'intéresse à la surface du globe, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la lithosphère. Alors, c'est quoi la lithosphère? Souvenez-vous. Eh bien, c'est la partie froide du globe, la partie supérieure. Qu'est-ce qu'on entend par froid et chaud? Ça ne veut pas dire grand-chose en réalité. Eh bien, pour un géologue, froid, c'est tout ce qui est inférieur à 1300 degrés. Alors, regardons un petit peu ce qui est inférieur à 1300 degrés. Souvenez-vous, on va avoir ici la croûte continentale, c'est-à-dire du granit. Majoritairement, c'est du granit, c'est ce qu'on appelle le socle. Et sous cette croûte continentale, qui fait à peu près 30 km, vous avez, ça vous le savez, une roche bien verte qu'on appelle la péridotite et qui constitue l'intégralité du manteau, jusqu'à 2900 km de profondeur. Quelle partie est froide? Eh bien la partie supérieure, c'est-à-dire à la fois notre croûte continentale et une partie du manteau péridotitique qui va être froid jusqu'à à peu près 100 km. Froid, c'est quoi? Eh bien, je vous l'ai déjà dit, c'est inférieur à 1300 degrés. Alors pourquoi on définit ceci? Eh bien tout simplement parce que tout ce qui est inférieur à 1300 degrés, lorsqu'on parle de croûte continentale et de péridotite inférieure à 1300 degrés, eh bien c'est quelque chose qui est cassant. D'accord? Donc les géologues définissent la lithosphère comme un ensemble froid et cassant qui va reposer certes sur de la péridotite, mais une péridotite qui va avoir une température supérieure à 1300 degrés. Et même si c'est de la roche, même si c'est solide, eh bien le fait que ça soit supérieur à 1300 degrés, votre péridotite, votre roche, elle a un autre comportement, elle va devenir ductile, elle va être capable de fluer. Donc voilà pour les rappels de ce qu'est une lithosphère continentale. Alors, avant d'aller plus loin, juste pour être bien clair dans vos connaissances, on peut se poser la question, mais pourquoi c'est chaud à l'intérieur du globe? D'où vient cette chaleur? Donc ça, c'est lié au fait que dans le manteau, désormais, ça ne va pas vous surprendre, il y a énormément d'atomes radioactifs, d'éléments radioactifs. Et depuis la formation de la Terre, ces éléments radioactifs n'ont de cesse que de se désintégrer. Et vous le savez, lorsqu'on se désintègre en tant qu'atome radioactif, on va émettre un rayonnement, une énergie. Et cette énergie, c'est elle qui explique pourquoi plus je vais en profondeur dans la Terre, plus la température augmente. Elle est responsable de cette augmentation de température au sein du globe. Il y a aussi le noyau qui intervient, mais je ne veux pas en parler. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas de notre cours sur le rifting continental? Eh bien, l'état stable peut parfois devenir justement instable pour différentes raisons. La première raison qui est précisée ici sur ce schéma, c'est qu'il peut arriver que notre asténosphère va remonter. Pourquoi elle remonte? Tout simplement parce que plus bas, on va avoir tellement d'énergie rejetée par radioactivité que ça va chauffer énormément la péridotite et cette péridotite plus chaude que la normale va lentement mais sûrement remonter, elle va remonter en surface. Si vous avez du mal à comprendre ça, pensez à une montgolfière. C'est quoi une montgolfière? Pourquoi la montgolfière s'élève? Eh bien la montgolfière s'élève parce que vous lui mettez de l'air chaud. L'air chaud dans le ballon de la montgolfière est moins dense que l'air froid qui est autour du ballon de la montgolfière. Et donc naturellement, par simple contraste de densité, parce que la montgolfière est remplie d'air chaud, elle s'élève dans l'atmosphère. Eh bien c'est exactement la même chose. Notre péridotite étant surchauffée à cause des intégrations radioactives, eh bien va s'élever lentement mais sûrement. Je vous rappelle que c'est de la roche et sans aucune réflexion va monter en surface. Donc c'est la première étape du rifting continental, c'est-à-dire la remontée de la sténosphère qui se fait à un moment donné à tel ou tel endroit du globe. Alors, pour faciliter cette remontée, généralement, les géologues
ont constaté qu'il faut aussi que la région soit sous des contraintes d'extension. Alors l'extension, c'est quoi? Vous avez une zone, et vous voyez, c'est ce que montrent ces deux flèches. Cette zone, elle a tendance à être écartée. Alors tout ça, c'est quelque chose qui s'explique au niveau de la tectonique globale, de l'ensemble des mouvements des plaques. Vous avez déjà ces idées-ci. Et donc certaines régions, ont tendance à être sous des contraintes d'extension. Donc lorsque les deux sont mêlés, lorsque la région est sous contrainte d'extension et qu'en plus vous avez de la sténosphère qui cherche à remonter, qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas qu'au-dessus, notre lithosphère, elle est solide. Et cet ensemble solide, regardez un petit peu la forme qu'on voit ici à cause de la remontée de la sténosphère, ça fait comme un petit toit. D'accord, un petit toit. Notre lithosphère solide va avoir tendance à glisser, d'accord, c'est une histoire de gravité. Notre partie à droite va avoir tendance à glisser, hop, comme ceci, et la partie à gauche a tendance à glisser comme ceci. Du coup, c'est ce que je vous ai montré, la lithosphère solide va glisser. Naturellement, ça se fait lentement sur des milliers d'années. Mais la conséquence, elle est tout le temps la même, c'est-à-dire que notre ensemble froid et cassant va casser, et ça va former des grandes lignes de cassure que j'ai fait apparaître ici. Et ces grandes lignes de cassure, c'est ce qu'on appelle des failles, sans aucun doute possible, pour vous en terminale, on vient de former des failles. Ces failles vont isoler des parties, ici une, deux, trois parties, une autre, qu'on va appeler des blocs de la lithosphère continentale. Donc cette première grande étape qui se fait sous plusieurs dizaines de milliers d'années, c'est ce qu'on va appeler la déchirure de la lithosphère continentale. Et ce schéma le montre bien, cette idée que la lithosphère est en train de se déchirer. Alors, qu'est-ce qui se passe progressivement? Je vous propose qu'on commence par regarder la sténosphère. La sténosphère, cette roche un peu plus chaude que la péridotite normale, elle remonte et elle se pose pas trop de questions. Lorsqu'elle remonte en surface, la pression diminue. Ça, c'est important. Notre roche, jusqu'à présent, elle était sous forte pression, donc elle restait solide. Elle était chaude, mais solide à cause de la pression. En se rapprochant de la surface, c'est ce que montre ce schéma, cette péridotite qui était solide, même chaude, comme il y a moins de pression, elle va commencer à entrer en fusion. D'accord? C'est ce qu'on appelle la fusion partielle de la péridotite, puisque toute la péridotite ne va pas fondre. Donc ça, c'est notre première étape. Ça va donc créer un magma, c'est les petites gouttelettes que vous avez là. Alors au début, il n'y a pas grand-chose, mais ces gouttelettes, lentement mais sûrement vont se créer un chemin à travers toutes les failles qui sont en train de se créer. Et en surface, on va voir apparaître des volcans qui sont tout simplement le témoignage que en dessous il y a des petites chambres magmatiques qui commencent à fonctionner. D'accord? Alors ce magma, vous le connaissez, c'est un magma de composition basaltique. D'accord? Donc ici on est dans les balbutiements de la création d'une future croûte océanique qui est loin d'être complète. Regardons désormais ce qui se passe au niveau de la croûte continentale elle-même. L'histoire se poursuit. N'oubliez pas que notre partie froide a tendance à s'écarter à cause du toit formé par la sténosphère. Et donc en surface, les blocs ont tendance à s'affaisser de plus en plus. Donc vous retrouvez ici les blocs. Ces blocs s'affaissent un petit peu de façon particulière, puisqu'en fait les failles normales ici présentes, elles sont un peu particulières car en profondeur, elles se terminent quasiment à l'horizontale. Alors le schéma le montre peut-être pas bien. Et le fait d'avoir une faille qui se finisse quasiment à l'horizontale fait que les blocs, lorsqu'ils s'effondrent les uns par rapport aux autres, ils basculent légèrement. Donc on va parler de blocs basculés. Alors, lorsqu'on regarde du dessus la partie supérieure, ça fait un petit peu l'image d'une marche d'escalier, ou plutôt de plusieurs marches d'escalier. On a ici la surface, puis un effondrement, puis un autre effondrement, comme si c'était des marches d'escalier. Cette structure-là, c'est ça qu'on appelle un rift continental, ou alors, autrement nommé, un fossé d'effondrement. Si on reprend ce qu'on a dit, du coup, les blocs en surface basculent les uns par rapport aux autres,
le long de failles normales particulières. Alors, on les appellera des failles listriques. Comme ça, vous l'aurez entendu au moins une fois, hein, des failles listriques. Et du coup, la conséquence des deux choses que nous avons dit, c'est-à-dire la remontée de la sténosphère chaude et puis les blocs qui s'effondrent les uns par rapport aux autres en basculant, eh bien, c'est notre lithosphère continentale qui s'amincit. Vous voyez que initialement dans la lithosphère continentale, c'était tout ça, c'était 100 km. Eh bien, au fur et à mesure que notre asténosphère remonte et que nos blocs ici s'effondrent, eh bien, vous voyez bien que notre lithosphère continentale, elle est bien en train de s'amincir de plus en plus. Alors, quand on voit ce type de structure, c'est ça qu'on appelle la phase de rifting continental. À proprement parler, voici la phase de rifting continental. On peut observer ce type de rifting aujourd'hui dans ce qu'on appelle la région d'Assal et vous le découvrirez dans votre livre. Une dernière idée à retenir qui est importante, c'est que lorsque je regarde cette zone-ci, les blocs en fait sont en train de se déplacer les uns par rapport aux autres. Ils s'effondrent. Donc on va retenir cette idée que la région, elle est tectoniquement active à ce moment-là. On comprend bien, les failles sont en train de fonctionner pour que les blocs basculent les uns par rapport aux autres de façon à amincir la lithosphère continentale. Donc retenez cette idée que lors de la phase de rifting continental, la région, on va dire qu'elle est tectoniquement active. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, c'est quelque chose que vous avez déjà vu en première, la suite de l'histoire. Et elle est tout à fait évidente. Notre asténosphère qui est montée lentement mais sûrement, eh bien, il y a un moment donné, elle va vraiment arriver en surface. Ici, notre asténosphère, elle arrive directement en surface. D'où cette forme un petit peu en pyramide que vous avez ici, qui normalement a désormais un sens pour vous, puisque c'est la suite logique des étapes que nous avons vues au-dessus. Notre asténosphère, notre montgolfière péridotique chaude si vous le souhaitez, eh bien, hop, elle a percé son bonhomme de chemin jusqu'en surface. Et là, à ce moment-là, elle a logé ici une chambre magmatique que vous connaissez bien, puisque c'est cette chambre magmatique qui va être à l'origine de la formation de la croûte océanique. Avec en surface, souvenez-vous, une roche qu'on appelle le basalte, une roche volcanique, qui est de structure avec du verre et des petits cristaux, structure microlithique, tout simplement parce que cette roche magmatique va être en contact avec l'eau de mer et du coup va refroidir assez brutalement. Et plus en profondeur, cette croûte océanique va être formée du gabbro. On va retrouver exactement les mêmes minéraux que le basalte, par contre le gabbro sera intégralement cristallisé. Donc tout ça c'est localisé et ça se forme au niveau de la chambre magmatique qui cristallise sur les bords. Et donc tant que notre péridotite chaude remonte, on va avoir un fonctionnement de cette chambre magmatique qui va donc lentement cristalliser et lentement fabriquer à gauche et à droite de la croûte océanique. Et donc ça peut durer des millions et des millions d'années. Donc voilà, la dorsale, ce sont les volcans qu'on trouve en surface, liés au fonctionnement de la chambre magmatique. Alors naturellement, il y a de l'eau de mer que je n'ai pas fait figurer sur le schéma, mais dès que vous avez une zone qui s'est effondrée, eh bien l'eau de mer arrive à un moment donné. Donc ce schéma ne le montre pas, mais tout cela est recouvert d'eau de mer bien entendu. Et puis autre chose qu'il faut rajouter, c'est cette idée que notre lithosphère, elle s'écarte de part et d'autre de la dorsale, et ça va faciliter du coup cette mise en place de la croûte océanique, et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que vous avez vu en première, la phase d'accrétion océanique. Phase d'accrétion océanique. Alors, une idée importante pour nous en terminale, une autre idée, c'est que lorsqu'on regarde maintenant cette zone, souvenez-vous, qui était tectoniquement active, où les blocs se déplaçaient les uns par rapport aux autres, eh bien, il y a un moment donné, tout ça, ça s'arrête. Il n'y a plus aucune raison que ces blocs continuent de se déplacer, puisque désormais, c'est un océan qui est en train de se former. Donc, on va parler de zones qui ne sont plus tectoniquement actives. Il se passe plus grand-chose, si ce n'est de la sédimentation, puisque n'oubliez pas qu'il y a de l'eau de mer qui va aussi recouvrir ces bordures continentales. Donc ces zones-là, c'est ce qu'on appelle les marges continentales passives. J'ai marqué MCP, mais c'est ce qu'on appelle les marges continentales passives, c'est-à-dire la transition entre un continent ici à gauche et puis un océan à droite. Un océan ici en construction. Alors, de façon à être tout à fait clair par rapport à votre cours de première, souvenez-vous qu'en réalité, il existe deux types de dorsales. Ici, je vous ai présenté la
formation d'un océan avec une dorsale dite rapide. Rapide pourquoi? Parce que je suis dans une zone du globe où j'ai énormément de péridotite chaude qui remonte et qui va me créer beaucoup de magma. Si j'ai beaucoup de magma, je peux créer sans aucune difficulté de la croûte océanique, basalte et gabbro, j'en ai déjà parlé. Mais il peut arriver dans certaines zones du globe où j'ai de la péridotite qui remonte, mais au final, elle va fournir peu de magma. Elle va être un peu moins chaude et du coup, on va avoir peu de magma qui arrive en surface. Donc, je vais avoir soit des toutes petites chambres magmatiques, soit pas de magmatisme du tout. Eh bien, ça veut donc dire qu'en surface, je vais pas forcément avoir basalte et gabbro. Je veux avoir parfois directement de la péridotite qui va former mon fond océanique. Ça, ce cas qui n'est pas représenté par ce schéma, c'est ce qu'on appelle le fonctionnement des dorsales lentes. Et une dorsale lente, ça correspondrait à l'arrivée en surface de péridotite et de quasiment pas de création de basalte et de gabbro. D'accord? Donc ça, c'est juste pour faire écho à votre cours de première spécialité SVT. Alors, poursuivons maintenant notre compréhension de cours avec une carte des fonds océaniques qui va localiser ce que je vous ai montré ici, les marges continentales passives. Donc vous voyez que lorsque je regarde un continent, la partie émergée du continent, c'est naturellement du socle continental, on va dire des granites ou des roches qui ressemblent à des granites, avec naturellement des roches sédimentaires telles que le calcaire, comme vous connaissez chez nous. Mais vous voyez que ce qui est en bleu clair ici, c'est bien recouvert par de l'eau, mais c'est aussi une roche continentale. Et donc vous avez ici nettement la transition entre le continent, ici bleu clair, et vraiment le fond océanique. On voit cette marche. Donc cette transition, c'est ça qui s'appelle les fameuses marges continentales passives. Donc là, ça se voit très bien, ça se voit très bien aussi à ce niveau-ci. Et puis, vous voyez que là, c'est pareil. Tout ça, c'est des roches continentales avec la transition entre marge continentale passive et fond océanique à ce niveau-là. D'accord? Donc vous voyez que ça change un petit peu votre vision de ce que c'est que la croûte continentale et la croûte océanique. C'est pas parce que c'est recouvert par de l'eau de mer, ça serait le cas ici, que c'est de la croûte océanique. Ici, on a bien de la croûte continentale. Durant la phase de salinisation, on l'a dit et vous le savez, les sédiments se déposent sur les fonds océaniques, mais aussi ici sur les marges continentales passives. Donc si on regarde un autre schéma, on a ici l'eau de mer qui a été figurée, contrairement à ce que j'avais fait. Et vous le savez, dès que j'ai de l'eau de mer, j'ai de la sédimentation. Alors au niveau des fonds océaniques, ça ne vous choque pas du tout. Et puis au niveau des marges continentales passives, maintenant que vous savez que ça existe, ça ne vous choque pas non plus. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que dans la fin de cette vidéo, il nous faut comprendre quelles informations les géologues vont retirer en regardant les sédiments qui sont tombés non pas au niveau de la croûte océanique, mais au niveau de ces fameuses marges continentales. Alors pour bien comprendre, on va reprendre notre histoire dans l'ordre. Ici, je vous ai fait une croûte continentale stable avec, je vous avais des petites croix sur la partie supérieure de la croûte continentale et je vous ai mis des petits points sur la partie inférieure de la croûte continentale. Si ça vous embête, vous mettez des petites croix partout et vous mettez qu'une seule couleur. Ça, c'est important. Mais c'est de la croûte continentale. On est à un moment stable, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de sédimentation et tectoniquement, il ne se passe rien. La suite, c'est lorsque nous avons une phase de déchirure continentale. Désormais, vous le savez, lors de cette phase de déchirure, notre lithosphère se fragmente et au niveau de la croûte continentale, il va y avoir des blocs qui vont s'effondrer les uns par rapport aux autres le long de failles normales qui vont être un petit peu particulières, je vous l'ai dit, parce qu'en profondeur, elles finissent à l'horizontale. C'est ce qu'on appelle des failles listriques. Et du coup, ce bloc-ci va s'effondrer par rapport à celui-ci et il s'effondre, je vous l'ai dit, en basculant. Bon, ça c'est quelque chose qu'on vient de voir, c'est la phase de rifting. Mais qu'en est-il lorsque l'eau arrive? Car il y a un moment donné, je vous ai dit, dès que c'est un peu plus bas, l'eau s'infiltre. Et bien, dès que l'eau s'infiltre, ça ne vous choque pas, il va y avoir de la sédimentation qui va être mise en place sur ces différents blocs basculés. Donc je vous ai mis que sur celui-ci, mais s'il y en avait un à ce niveau-là, il y aurait aussi de la sédimentation. Alors comprenons bien ce qui se passe. Comme mon bloc ici est en train de basculer avec une certaine vitesse, la sédimentation va avoir plus de place pour se déposer à ce niveau-ci et moins de place pour se déposer ici.
D'accord? Donc, si vous voulez, elle se dépose en permanence, mais là, comme ça s'effondre, j'ai davantage d'espace. Si bien que vous voyez que ça fait une sédimentation un petit peu particulière, on dirait comme un petit triangle allongé. Alors, maintenant, considérons que le temps s'écoule. Si le temps s'écoule, ce bloc, eh bien, il continue, hein, il continue de s'effondrer. Tant que notre zone est tectoniquement active, le bloc ici va être un peu plus bas. Et du coup, je vais créer davantage d'espace ici que là. Là, en fait, je vais effondrer un petit peu, je vais avoir un peu d'espace, mais beaucoup moins à droite qu'à gauche de ce bloc. Donc, c'est ce que montre le schéma suivant. On est ici. Le temps s'est écoulé et donc je vais avoir un nouveau dépôt de sédiments avec davantage de place pour mettre des sédiments à gauche et un peu moins à droite. Et ça, vous voyez que c'est une structure particulière. On va retrouver encore pour cette deuxième couche une sédimentation en forme de triangle allongé. Et en fait, plus exactement, et vous allez le comprendre, c'est ce qu'on appelle des sédiments en éventail. Ça a une forme d'éventail. Je pense que tout le monde a un éventail en tête. Eh bien, on voit bien que ça ressemble à un éventail. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que cette structure assez particulière en éventail, elle montre que ces sédiments, ils se sont déposés pendant que le rifting était en cours, c'est-à-dire pendant que les blocs sont en train de s'effondrer les uns par rapport aux autres. Donc on va dire que ces sédiments en éventail témoignent d'un moment où le rift était en formation, on va dire qu'ils sont des sédiments syn-rift. Syn-rift, hein, syn, ça veut dire en même temps que le rift était en train de se faire. D'accord? Donc ça, c'est important. Quand un géologue voit des sédiments en éventail, il peut dire que ces sédiments se déposaient lors de la phase de rifting. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, lorsque ces blocs ont arrêté de fonctionner. C'est la phase numéro 4 que je ne vous ai pas schématisée ici, mais je vais vous montrer un petit document juste après. Mais du coup, lorsque ces blocs arrêtent de s'effondrer, parce que le rift a terminé et que désormais on a l'océan qui est en place, et donc ici on est dans une zone de marge continentale passive, eh bien nos sédiments vont tout simplement se déposer, mais de façon tout à fait horizontale. Ils vont former des strates horizontales. Et à partir de là, eh bien, le géologue pourra dire que c'est une phase d'océanisation. Alors du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble d'un point de vue schématique. On retrouve ici notre croûte continentale. On voit ici des blocs, hein, un gros bloc, un autre gros bloc, et puis vous avez ici des failles qui seraient des failles listriques. Et là, qu'est-ce que je vois avec un regard de géologue? Eh bien, je vois ici, vous voyez, des sédiments un petit peu moins épais à droite, un petit peu plus épais à gauche. Hop, là, j'ai ici une sédimentation en éventail. Et sur ces sédiments en éventail, eh bien, on voit très bien qu'on a certes d'autres sédiments, mais des sédiments cette fois qui sont horizontaux. Alors, d'un point de vue datation relative, désormais vous maîtrisez, voilà ce qu'un géologue peut en déduire. Lorsqu'on regarde ici en 1 les premiers sédiments en éventail, hein, les premiers sédiments qui sont déposés de type éventail, eh bien en fait, si j'arrive à les dater, alors par exemple par des fossiles stratigraphiques, maintenant vous connaissez, eh bien je vais pouvoir en tant que géologue en déduire l'âge du début du rifting continental. C'est à ce moment-là où mes blocs commençaient à basculer les uns par rapport aux autres. Donc vous voyez que c'est intéressant, notre géologue peut donner un âge à la fragmentation du continental. Et puis, lorsque je vais voir en petit 2, c'est-à-dire les premiers sédiments qui se déposent de façon horizontale, eh bien, ces premiers sédiments, finalement, ça correspond à un moment où la marge continentale n'est plus active, mais devient passive, c'est-à-dire un moment où nos blocs ont arrêté de fonctionner et sont arrivés dans un état stable. C'est-à-dire, c'est la fin de l'amincissement crustal. Les blocs ont arrêté de basculer, c'est dit différemment la fin du rifting continental. Et cette fin de rifting continental, d'après ce que vous connaissez désormais, c'est aussi le début de la mise en place de l'océan, de l'accrétion océanique. Donc vous voyez que d'un point de vue relatif, en étudiant cette sédimentation au niveau des marges continentales passives, eh bien, les géologues sont capables de dater la déchirure continentale et le moment où un océan se met en place. Donc voilà tout ce qu'il vous faut bien comprendre pour notre partie rifting continental et puis étude des sédiments au niveau des marges continentales passives.